Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Selon un décret du Premier ministre Chief Dr Joseph John Gouté est rendu public le 2 septembre dernier, les régions de l'extrême nord, du nord-ouest ainsi que celles du sud-ouest sont officiellement zones économiquement sinistrées. Dans la région de l'extrême nord, la secte islamiste Boko Haram est installée depuis 2014. Tandis que les deux régions anglophones du Cameroun, nord-ouest et sud-ouest, font face à une crise sécessionniste depuis 2017. Ce texte du Premier ministre vise donc à créer des mesures favorables afin d'attirer des investisseurs dans ces zones sinistrées. Et qu'il en soit, c'est tout à l'heure. La grande édition d'information présentée par Cédric Noufelet, ce sera à 20h. Tout de suite après, le débrief. Madame, monsieur, tout de suite et maintenant, c'est le fait du jour. Extrême nord, nord-ouest et sud-ouest économiquement sinistrés. Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec lui, il fait sa venue, puis il est là pour la toute première fois. Lui, c'est Thomas Tankou, il nous vient de Bafoussam. Bonsoir Thomas. Bonsoir Saint-Jalin, merci pour m'avoir invité sur ce plateau. Voilà, bienvenue, vous êtes directeur de la publication Héros National. C'est cela. Il faut insister sur l'orthographe de Héros. Héros ici, ça renvoie à un département de la France. C'est-à-dire H-E-R-A-U-L-T. Et non héros. Non, pas L-T. S-H-E-R-A-U-T. Voilà, héros. Héros national, consultant en communication et stratégie. C'est bien cela? Vous m'avez dit que vous connaissez un peu ces affaires de conflit. Vous travaillez avec le ACR en Centrafrique. De temps en temps. Bien avant le ACR, on a organisé un certain nombre d'ateliers, de projets, notamment dans le Septentrion, sur les enjeux de la communication pour la paix, avec l'appui d'ONG comme la World Association for Christian Communication basée à Toronto, au Canada. Il était davantage question d'outiller les uns et les autres, la société civile et du monde de la communication sur les enjeux de la communication pour la paix. Ok. Bienvenue Thomas Tankou. Idriss Lissam, bonsoir. Bonsoir Saint-Jalin, bonsoir à tous les téléspectateurs. Journaliste spécialiste des questions économiques dans ComNews l'État. Oui, en fait, il faut dire que ComNews, c'était un magazine spécialisé en médias, communication et marketing. Oui. On fait essentiellement du décryptage de tout ce qui est stratégie de communication, campagne publicitaire et même on fait une évaluation de la vie des médias. Oui. Donc, très souvent, il faut valoriser ceux qui valorisent les autres. C'est ce qu'on essaie de faire. Bienvenue Idriss. Merci. À côté de vous, Hilaire Zipan. Hilaire Zipan, bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox Soir. Aujourd'hui, j'ai fait appel à l'opérateur économique que vous êtes parce que on va voir l'impact de la crise de ce côté-là. Le transporteur Hilaire Zipan est sur ce plateau, mais on sait que c'est un peu difficile de se départir de sa casquette de politique. Hilaire Zipan. Il est de toute évidence que s'il y a l'économie, il y a de la politique, oui, parce que les deux sont intimement liés. Mais pour le cas d'espèce, j'endosserai aussi la casquette du militant que je suis pour dire que nous avons, avec le cardinal Christian Toumé, Jean-Jacques Ekindi, lancé une croisade pour la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest afin que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Nous n'avons pas fait une fixation sur la date. Premier bilan, nous sommes au 3e jour. Quel bilan vous faites? Ah voilà, justement, c'était ça le hiatus qu'il y avait dans notre campagne. Nous ne sommes pas pour ceux qui pensent que le 2 septembre, absolument, les enfants devaient reprendre l'école. Nous sommes de ceux qui pensent que les enfants doivent retrouver le chemin de l'école par un travail pédagogique auprès de ceux qui les ont pris pratiquement en tenaille dans un conflit qui, ma foi, est juste pour eux, mais complètement très complexe dans la compréhension pour nous. Donc nous pensons que cette croisade-là doit permettre à ce que les enfants reprennent le chemin de l'école, quitte à ce que l'on fasse un travail de pédagogie, un travail de médiation, un travail de négociation
pour que l'école puisse être le seul chemin de salut pour les enfants du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Voilà notre démarche. Or, la démarche gouvernementale vise à ce que le 2 septembre, à tout prix, les enfants repartent à l'école. Non, nous n'en fixons pas une date compte tenu de la crise. Donc vous avez votre rentrée à vous? Non, nous avons une rentrée pérenne qui vise à pouvoir pacifier les zones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest dans le prisme de la paix afin que les enfants reprennent le chemin de l'école. C'est différent du gouvernement qui dit qu'il faut à tout prix que les enfants reprennent l'école. Le 2, ils peuvent reprendre le 2 et le 4, le 5, le 6, il n'y a plus d'école et ça ne servira à rien. Ok. Edmond Kouyaté, bonsoir. Bonsoir Serge Alain et bonsoir à tous mes copanélistes. Bonsoir aux nombreux téléspectateurs de la chaîne. Analyste politique, économiste surtout. C'est pourquoi vous êtes là ce soir. Oui. Edmond Kouyaté, dites-moi, comment comprendre de manière triviale ce que ça veut dire zone économiquement sinistrée? Dites-nous. Écoutez, une zone économiquement sinistrée, c'est une zone qui a connu, n'est-ce pas, un sinistre. De manière triviale, le sinistre peut être quoi? Ça peut être des catastrophes naturelles, ça peut être des inondations, ça peut être une sécheresse prolongée, ça peut être, bref, la guerre, ça peut être l'insécurité, bref, tout ce qui, n'est-ce pas, de manière certaine, peut endommager, n'est-ce pas, l'appareil de production local ou alors réduire, n'est-ce pas, à très faible capacité l'appareil de production local et gripper la machine économique dans une zone. Et alors, lorsque le constat est fait que l'économie ne tourne plus, donc on peut déclarer cette zone économiquement sinistrée. Ça veut dire que l'activité économique ne tourne plus, soit tourne très au ralentir, du moins n'est pas, n'est-ce pas, à son optimum. Ok. Et Deslisson, comment vous avez accueilli ce décret du Premier ministre d'un côté? Oui, il faut dire que le décret, tel qu'on suit l'économiste, on comprend que fatalement, le gouvernement devrait arriver à cette initiative. Oui. Alors, donc, moi, je pense que c'est une très bonne initiative du gouvernement. Mais maintenant, on verra peut-être dans le cours de l'émission pour voir si c'est le bon moment de déclarer cette zone économiquement sinistrée, ces zones, ces 3 régions. Oui. Et même, lorsqu'on lit le décret du Premier ministre, on comprend ce qui a poussé le gouvernement à y aller, et tout le monde le voit, que l'économie ne tourne plus, les entreprises enfermées. Lorsqu'on prend la zone du Sud-Ouest, qui est une zone qui est la première zone, le fief du cacao, chez nous, on constate que les plantations ont été abandonnées, les cacaoyères, regardez, on vient de lancer la campagne cacaoyère 2019-2020, le mois dernier en août, et quand on regarde les chiffres de la production l'an dernier, la région du Sud-Ouest est complètement sortie de cela. Mais on est quand même un peu, par ailleurs, surpris de voir que la quantité de production, selon les chiffres du ministère du Commerce, dit qu'il y a eu une amélioration. Vous n'aimeriez comprendre où est-ce que ce cacao a été, comment a-t-il été produit et même commercialisé. Mais dans la réalité, lorsqu'on voit les associations de producteurs de cacao du Sud-Ouest, si je prends ce volet tout simplement, je pense que la situation, elle est très grave. Maintenant, peut-être l'économiste nous dira, les zones économiquement sinistrées, est-ce que le gouvernement pousse les gens à aller investir? Et maintenant, ceux qui ont perdu tout ce qu'il y avait, parce que on a ces producteurs, je prends tout de cacao qui ont pris des crédits pour les intrants, pour les campagnes passées, et puis ont abandonné le cacaoyère, et les dettes restent, parce qu'ils ont pris des prêts dans des banques, auprès des exportateurs qui les aident à pouvoir produire du cacao de qualité. Où est-ce qu'ils vont récupérer cet argent pour payer ces dettes et pour reprendre? Vont-ils, quand on dit qu'il faut investir, vont-ils, où iront-ils chercher de l'argent pour réinvestir? Est-ce qu'ils vont vendre le cacaoyère à ceux qui veulent, aux nouveaux producteurs? Je ne sais pas. Donc, en fait, il y a ce dilemme qu'il y a peut-être à voir. Okay. Mais pour le principe, je pense que c'est une voie où je pense que le gouvernement a bien fait, il devait y arriver aujourd'hui ou demain, parce que ces zones sont complètement sinistrées. Vous dites que le gouvernement, c'est une bonne chose, mais Thomas Tanko, vous dites que ça arrive un peu tard. Dans le cas de l'extrême nord, commençons par l'extrême nord.
En fait, depuis longtemps, on aurait dû déclarer cette région économiquement sinistrée. C'est vrai que, en ce qui concerne l'économie, je peux avoir par moments des comprenettes difficiles. Mais si nous ramenons le débat au niveau du Cameroun lambda, on devrait comprendre que si dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, la crise a amené les entreprises à fermer, je prends le cas de la CDC, qui, vous le savez mieux que moi, qui est le deuxième employeur après l'État. Oui. Si on prend l'exemple de tous ces planteurs qui ont abandonné les champs par-ci par-là, on pouvait comprendre que ce ne soit qu'à ce moment qu'on déclare cette zone économiquement sinistrée. Mais quand nous remontons au septentrion, en principe dans l'extrême nord où j'ai eu la latitude de travailler, jusqu'aux confins, jusqu'à la limite avec le Tchad et autres, on se rend compte qu'il n'a pas fallu la résurgence de la secte terroriste de Boko Haram pour qu'il y ait cette situation. L'extrême nord pour ma part a été toujours en permanence économiquement sinistré. Pourquoi? Voyez-vous, voilà une région où pour le peu de temps des saisons pluvieuses qu'il y a, c'est toujours de l'inondation. Je me rappelle encore la dernière fois où je faisais les tours dans cette région, c'était au moment où la digue de Maga avait cédé. Mais quel est ce contraste où dans une région on manque de l'eau? On en trouve si bien que ça crée d'autres catastrophes. Ça n'a pas de sens. Logiquement, ça veut dire qu'on n'a pas pu contenir cette eau qui peut aider la population en temps de sécheresse. Attends. Si nous prenons l'exemple d'un pays comme la Libye, on sait à combien de milliers de kilomètres Kadhafi allait chercher de l'eau pour venir rendre la Libye un pays agricole. Mais nous avons de l'eau, on n'a pas de poids. Ça dit que si bien que ça inonde partout, ça crée des catastrophes, de l'eau qu'on en manque. Donc, pour moi, en ce qui concerne la région de l'extrême nord, je crois que cette région a été toujours économiquement sinistrée. Économiquement sinistrée parce que quoi? La cohabitation entre les éleveurs et les agriculteurs, c'est-à-dire il y a toujours ces conflits permanents où c'est les bœufs et les vaches qui dévorent les plantes. Il y a donc en permanence la région de l'extrême nord qui devrait être un bassin agricole par excellence au Cameroun. Franchement, du moins avec la production de céréales. Il y a encore, ça ne fait pas longtemps qu'un économiste qu'on connaît, Bernard Djonga, nous parlait du riz qui même après être récolté, on ne peut pas le mettre sur le marché local. Entre-temps, on importe du riz pour distribuer un peu partout. Soyons un peu sérieux. Quand on dit zone économiquement sinistrée, il faudrait qu'on rentre encore là-dedans. Ce sont souvent les gros concepts qui sont au-dessus du Camerounais lambda. Puisqu'en fait, ce niveau-là. Et puis, revenons au niveau où on devrait expliquer terre à terre. Oui. Que veut dire zone économiquement sinistrée? Oui, je crois que l'économiste Edmond l'a dit à l'entame de l'émission. Il a expliqué. Hein. Vous voulez qu'il explique en quel terme encore? Non. Oui, je pense que pour la gouverne, non seulement du copanéliste et de tout le monde, les sinistres n'ont pas les mêmes natures. Il faut savoir que par sinistre, avec de l'entendement qui oblige ces décrets-là, il faut entendre une conjoncture. Lui, il parle d'un problème structurel, lié, n'est-ce pas, au climat, lié, n'est-ce pas, à un problème géographique et tout cela. Ça, c'est un problème structurel et qui appelle à des solutions structurelles. C'est de ça dont il est question. S'il faut, par exemple, faire l'irrigation, s'il faut faire cela, c'est des solutions structurelles qui, n'est-ce pas, viennent répondre à un problème structurel spécialement dans la zone, n'est-ce pas, de l'extrême nord. Mais nous allons revenir tout à l'heure, parce que je pense que vous devez d'abord donner la parole à M. Nous allons revenir tout à l'heure pour comprendre l'urgence et l'impératif, n'est-ce pas, d'une mesure comme celle du Premier ministre dans, n'est-ce pas, ces régions-là. Hilaire Djipan, Boko Haram, depuis 2014, forcément, l'activité a baissé là-bas. Et la crise anglophone 2017, elle a pris une autre tournure, hein, c'est-à-dire les armes sont rentrées en jeu. Ce n'est pourquoi seulement en 2019? Alors, je pense que c'est le mot opératoire de ce gouvernement, prendre les choses avec beaucoup de retard, parfois des problèmes qui sont très urgents et qu'il faut rapidement adresser.
L'économie a ceci de particulier qu'elle doit être calquée à la réalité. Je pense que les clichés qu'on essaie de nous faire croire que la zone anglophone est économiquement viable est dépassé il y a près de 2 ans. Le deuxième élément, c'est le décret en lui-même. On s'adresse aux sociétés qui vont s'installer nouvellement dans cette zone-là. Or, le décret en lui-même ne prend pas en considération ceux qui existent déjà et qui n'ont plus d'activité. C'est ce que j'ai dit, ça relevé tout. C'est ce que j'ai dit. Je pense qu'il a bien placé. Edmond a bien classé le cadre en disant, donc, c'est ça. Donc, dans la panoplie de la qualification, de la manière où on peut définir cela, il va sans dire que c'est l'insécurité, c'est la crise socio-politique qui nous a amenés à bien entendu, à cette situation de zone sinistrée. Dès lors, il serait complètement pas intelligent, il n'y aurait pas de bonne politique, pour parler en français suffisamment commode, pour que les gens puissent régler le problème dans le fond, tout en essayant d'évacuer les causes qui ont amené le fond du problème. La crise socio-politique, c'est ça qui est la genèse du problème du nord-ouest et du sud-ouest. Dès lors, venir chercher un élément de la structuration économique, de la situation politique d'un pays qui est l'économie, et penser que on peut pouvoir améliorer pour les entreprises qui s'installent nouvellement, je dis bien nouvellement, les impôts et les taxes, on crée pas mal de problèmes. Et je voudrais embrayer à ça 2 attitudes. Au-delà de la macroéconomique et au-delà de la microéconomique, la macroéconomique, c'est ces grandes structures, bien entendu, qui constituent le budget de l'État, à savoir les taxes et les impôts. Une fois que l'État va être en manque, comment l'État va continuer à viabiliser le besoin économique de cette zone? Là, personne ne nous dit rien. Le deuxième, naturellement, c'est la micro. Les entreprises, du moins les micros, du moins quand j'appelle l'État dans son entité la plus simple qui est la commune, une fois qu'elles vont être privées des impôts et des taxes qui constituent la plupart de leurs recettes, comment ces communes vont être viables? Là encore, il va y avoir un autre problème. Et enfin, la sécurité qui lie avec la liberté. Quand il n'y a pas de liberté, qui est donc la déclinaison de la sécurité, il ne peut pas avoir d'économie. Donc vous voyez que on essaye de régler un problème véritablement posé, comme il a si bien dit, véritablement posé, pas une mauvaise solution. C'est vrai qu'il faudra qu'on arrive, comme disait un peu Idriss, qu'on arrive à la zone économiquement sinistrée. Mais elle ne peut être que la conséquence des solutions qu'on envisageait un peu au préalable. Et ces solutions, d'abord, le premier paramètre, c'est la paix. C'est le premier paramètre. C'est la confiance, c'est la paix. Tant qu'on n'a pas la paix, on ne peut rien embrayer. Et on essaie de le dire ça. On ne sait pas en quel français il faudra qu'on le dise. Et qui dit le dit, le Canadien Tousmi le dit, le membre du gouvernement le dit, tout le monde le dit, mais on ne fait rien. Et on sous-entend qu'on va essayer de régler le problème. Et à mon sens, pour ne se prendre que cette prise de parole-là, et la macro, et la micro, et l'économie, et le transporteur que je suis, il n'y a pas, bien entendu, d'économie viable sans la liberté, sans la sécurité, et bien entendu sans l'État. Edmond Kouyaté, dans le décret du Premier ministre, il vise en fait, comme tu l'as dit, à créer des mesures pour inciter les investisseurs à s'installer dans ces régions-là, contre l'exonération d'impôts et taxes. Comment ça peut se faire? Comme dit Hilaire Zipan, dans un environnement où les armes crépitent toujours. D'accord. Déjà, il faut le dire, cette mesure, ce décret, n'est-ce pas, du Premier ministre, qui est une mesure incitative pour un retour à l'investissement, pour permettre à l'appareil, n'est-ce pas, économique de continuer de tourner, n'est-ce pas, dans ces zones-là. Il faut le dire, si c'est une mesure salutaire pour le Grand Nord, ça reste quand même une mesure qui nous posait un problème pour le nord-ouest et le sud-ouest. Donc pour vous, les résultats ne peuvent pas être les mêmes? Non, les résultats ne peuvent pas être les mêmes parce que les contextes... Au nord, parce que nous nous posons les questions sur l'urgence et l'impératif d'une telle mesure dans le nord-ouest et le sud-ouest, alors que justement, précisément, l'urgence et l'impératif dans ces zones-là, c'est un retour à la calmie. Pourquoi? Parce qu'il faut le dire, dans l'extrême nord, dans le Grand Nord, il faut avouer qu'un travail formidable a été abattu par l'armée camerounaise pour conserver l'intégrité. Le BIR a fait un travail formidable et nous avons tous apprécié, n'est-ce pas, le déploiement du gouvernement, le travail qui a été abattu par nos forces de l'ordre pour repousser les assaillants du Boko Haram. Et il faut également dire que dans cette zone-là, le travail du Boko Haram est passé sur notre économie en détruisant, n'est-ce pas, comme il disait, la microéconomie surtout, parce qu'il faut dire
dire que le Grand Nord est, n'est-ce pas, un peu le creuset de notre artisanat. C'est là-bas où on avait vraiment développé l'artisanat. Il faut également préciser que le tourisme, qui participait pour beaucoup dans l'économie de cette région-là a également, n'est-ce pas, connu pas mal de soucis. Et donc, cette mesure-là, véritablement, est salutaire parce qu'elle peut permettre un retour à l'investissement, pas forcément pour des nouveaux investisseurs, mais même ceux qui existaient déjà et qui, pour des raisons sécuritaires, ont été obligés d'abandonner. Idriss posait un problème fondamental, c'est que on n'a pas pensé, n'est-ce pas, à une autre mesure qui aurait pu permettre de donner un coup de main à ceux qui étaient déjà installés et qui ont beaucoup perdu. Beaucoup avaient fait d'énormes investissements et les exactions de Boko Haram ont fait en sorte qu'aujourd'hui ils ont beaucoup perdu, ils ont tout perdu. On n'a pas pensé à cela. Cette mesure, ça ne rentre pas, n'est-ce pas, dans le décret du Premier ministre. Mais pour rester dans le contexte du Premier ministre, j'insiste et je dis que cette mesure, elle est salutaire dans le Grand Nord. Oui. Voilà, dans l'extrême nord, parce que aujourd'hui le travail formidable, je le dis encore, du BIR a permis de contenir la menace, n'est-ce pas, et d'éradiquer même complètement la menace Boko Haram, parce qu'aujourd'hui, malgré quelques petits, de temps en temps, quelques petites incursions qui sont véritablement plus de nature à inquiéter sérieusement, n'est-ce pas, la paix de ce côté-là, mais on peut quand même dire que l'urgence aujourd'hui, c'est de remettre en place l'appareil de production. L'urgence aujourd'hui, c'est de permettre que les gens puissent retrouver une vie, n'est-ce pas, une vie économique normale, et donc qu'il faut penser à des mesures incitatives. C'est salutaire. Mais maintenant, parlant du nord-ouest et du sud-ouest, ça dit que les régions Bamenda, Boya et autres, l'urgence aujourd'hui pour l'État, c'est de restaurer son autorité. Pourquoi ? Comment est-ce que vous allez mettre une mesure incitative pour demander un retour à l'investissement alors que précisément les services compétents de l'État en charge de la collecte de ces impôts-là ne sont même pas présents? Parce que s'il faut dire que Bamenda et Boya ont encore, du fait d'une ceinture de sécurité qui entoure cette ville-là. Mais dans l'arrière-pays, c'est-à-dire que quand vous allez à Ndob, à Bali, à Manfé, à Kumba, dans l'arrière-pays, il faut le dire, sans, n'est-ce pas... on a vu le cortège du président lorsqu'il se rendait attaqué, il faut le dire, les services de l'État sont absents. L'autorité de l'État est absente. Et donc, l'urgence, ce n'est pas de dire aux gens, allez prendre le risque, mettez votre argent parce que nous allons vous accompagner sur le plan fiscal. L'urgence, c'est de dire, il faut restaurer l'autorité de l'État, il faut permettre, n'est-ce pas, que ces services-là soient opérationnels, ces services qui vont accompagner, n'est-ce pas, ces investissements-là soient opérationnels, et il me semble que ce n'est pas encore le cas. Et la condition sine qua non pour que tous ces services redeviennent opérationnels, c'est véritablement un retour à la paix, un retour à la normale. Tant que ça crépite, tant que, n'est-ce pas, le nord-ouest et le sud-ouest sont segmentés en de petits territoires confiés entre les mains des seigneurs de guerre qui font la loi, qui font la pluie et le beau temps, il me semble que personne ne prendra sur lui le risque d'aller investir quoi que ce soit là-bas, quelles que soient par ailleurs les mesures incitatives que vous allez mettre en place. Aujourd'hui, par exemple, vous n'allez pas demander à la CDC d'aller chercher de l'argent pour remettre encore, faire relancer son appareil, alors que précisément, ces travailleurs vont être attaqués. Nous avons vu ces travailleurs amputés, kidnappés avec l'appui des rançons demandées et tout cela. Personne ne peut courir ces risques-là. Et donc, je me dis, il n'y avait pas urgence, il n'y avait pas impératif de cette urgence, de cette mesure-là dans le nord-ouest et le sud-ouest. Par contre, dans le Grand Nord, il y avait véritablement urgence et nous saluons cette mesure-là. Idriss Blessom, sur ce tableau brossé par... c'est-à-dire que pour lui, à l'extrême nord, il n'y a pas de problème, ça peut fonctionner, mais la grande question, c'est le nord-ouest et le sud-ouest. Oui, mais monsieur... Et comme dit d'abord la paix. Bon, mais là, nous sommes devant un schéma, Serge Alain, du gouvernement. Vous savez que nous sommes dans un gouvernement où les gens qui sont à Yaoundé prennent toujours les choses, je ne me saisis pas là d'une certaine manière, là où il ne faudrait pas. C'est-à-dire que ce qu'on attend n'est jamais fait
en ce moment-là. C'est-à-dire qu'on a un nouveau décret qui va nous occuper pendant 1 mois, les zones économiquement sinistrées. Je vous assure, c'est parce que nous sommes dans la rentrée. Il faut voir le timing. Il faut voir le timing pris pour pouvoir... Vous dites que c'est une diversion. C'est vous qui le dites, mais vous, quand vous regardez de manière... Est-ce que vous dites que pendant 1 mois, on va parler de ça? Mais je dis ça qu'on va parler de cela. Et ça ne va pas enlever le fait que personne n'ira du côté du nord-ouest, du sud-ouest, parce que c'est risquant. C'est la même chose avec le dilemme de la reprise de l'école. Personne n'enverra son enfant là où il sera. Il sait que son enfant va être kidnappé, ou bien là où une salle de classe n'a pas de porte, là il n'y a pas de... C'est de ça qu'il est question. Donc, l'économiste nous l'a dit, c'est-à-dire qu'à l'extrême nord, on est totalement d'accord, mais au nord-ouest, au sud-ouest, vraiment, ce décret peut-être s'appliquera le jour où la paix sera de retour, le jour où on aura tous les arrondissements qui vont reprendre le fonctionnement normal, parce qu'il faut le dire, à l'extrême nord, c'était le cas. Il y avait des arrondissements de départements qui étaient presque abandonnés, où les gens étaient partis réfugiés internes, comme dans le nord aussi aujourd'hui. Mais on constate qu'à ce jour, l'activité a repris dans tous ces arrondissements, dans tous ces départements qui étaient concernés. Et à ce moment-là, on peut véritablement mettre en œuvre ces décrets. Mais au nord-ouest, au sud-ouest, on n'est même pas encore au début des actions de paix, de pacification. Donc c'est pour ça que, à bien regarder, moi je trouve que c'est une diversion qui va nous occuper pendant un temps. Et en attendant que en octobre, on trouve un nouveau concept encore qui va nous prendre du temps, et la machine continuera et les gens continueront de souffrir. Bon, moi, c'est comme ça que je perçois ces décrets finalement. Thomas Dankou. Serge Alain, je reviens à ce que je disais tout tantôt. À moins qu'on soit atteint de cécité, couplé à une amnésie sélective, on devrait comprendre. Puisque contrairement à ce que les autres panélistes viennent de dire, même dans l'extrême nord, le problème reste entier. Est-ce qu'on a besoin de nouveaux investisseurs pour relancer l'économie? C'est la question que je me pose. Pourquoi ceux qui sont là, actuellement, ont des problèmes? Croyons-nous que c'est les nouveaux qui vont arriver, disons, exemple des taxes et autres, qui vont réussir là où les autres sont en train de décamper partout? On se rend compte qu'à un moment donné, même sur le plan scolaire, il a fallu déporter les élèves, les enfants d'autres endroits, beaucoup plus pour ramener là où, comme le disait Raymond tout à l'heure, là où c'est sécurisé. Mais la politique est fille de l'économie. Ça, c'est très important. Tant qu'on ne parle pas de ce concept, ce sera une course dans le sac. Je connais le dire. Dans le septentrion, je le dis parce que c'est une zone que je maîtrise. Dans le septentrion, il est question d'organiser la jeunesse qui ploie sous le poids de la misère là-bas. Laissons cette histoire où certains pans du régime montent à ce niveau-là, distribuent quelques prébendes. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Il est question d'organiser la jeunesse. Tout à l'heure, je parlais de Boko Haram. Chacun a vu ça venir. Après la débandade en Libye, ce n'est pas seulement le problème du Cameroun. Déjà, le président Biala dit en son temps qu'à menace globale, riposte globale. Ça, c'est important. Donc, il est question maintenant que la jeunesse, si tant est qu'elle est considérée comme faire dans la nation, qu'elle soit organisée. Ce n'est pas une histoire de nouveaux investisseurs. Et revenant dans le nord-ouest, sud-ouest, d'accord, zone économique sinistrée. C'est un concept. Mais revenons à la base. Cette zone est économiquement sinistrée. Pourquoi? Non, il y a un problème de base. Ça, c'est très important. Donc, laissons les gros concepts. Revenons, puisque quand nous sommes sur un plateau, comme tu dis, ne perdons pas de vue que des milliers de Camerounais qui souffrent nous regardent. On ne viendra pas ici pour le politiquement ou bien économiquement correct. Il faut parler dans le langage où chacun peut comprendre. Le Cameroun, c'est notre pays à nous tous. N'en déplaise à ceux qui pensent que si on ne pense pas comme eux, on est nécessairement des antipatriotes. Non, je ne pense pas. Il est question, comme je l'ai dit tantôt, la politique est fille économie. Et vous voyez, ça devient un vase clos. Nous sommes en période rentrée scolaire actuellement. Il est rentré à plusieurs vitesses. Pendant qu'à l'ouest d'où il vient, c'est le flot partout. J'ai vu au lycée bilingue Bafoussam, au lycée technique Canada,
où le professeur du pape même, dès le début, dès le premier jour, le préfet l'a mis fille était, ils ont fait le tour de toutes les classes. Les cours ont démarré exactement le lundi. Avec la population la population scolaire qui est venue d'ailleurs. Oui. Déjà qu'ils avaient reçu l'instruction, tous les proviseurs, d'inscrire sans condition tous les enfants qui viennent. Et même dans les ménages, nous en tant que parents, on n'a pas besoin, un enfant, on n'a pas besoin, on ne le bouscule pas. Prioritairement, de la priorité par rapport à nos propres enfants. Ça, c'est important. Il est question donc que l'État suive et puis qu'il fasse le travail qui est le sien. Parce qu'on ne peut pas, on peut supplanter l'État, parce que c'est son travail. Okay. Comme je disais tout à l'heure, il est question de revenir. Du moment on revient à la case dialogue. Le dialogue d'abord. Mais il y en a qui pensent quand même que c'est le gouvernement là, réagit enfin face aux nombreux cris d'alarme qui sont venus de la société civile et même du JICAM. Vous vous souvenez de cette sortie du président du JICAM par rapport à la crise au nord-ouest et au sud-ouest. Oui. Vraiment, est-ce que ce décret, c'est une réponse à tout ce qu'on a entendu jusque-là? Oui, mais je pense que tout à l'heure, Edmond l'a dit et je pense que le panéliste n'a peut-être pas compris. Thomas Tankou, mais on est dans la même directive que toi. La seule différence, c'est que nous répondons à un problème, à un thème ponctuel de conjoncture et lui posons un problème qui est tout à fait réel, qui est un problème structurel de notre économie. Je suis transporteur, je sais ce que c'est. Il est aberrant que des multinationales achètent des camions, je vous dis en tant que transporteur, et ils font une activité sur le septentrion où la commodité de ce qui transporte les commandes de rentrer complètement vides. Est-ce que vous comprenez bien l'aberration dans laquelle le gouvernement se trouve? C'est-à-dire que vous transportez une marchandise, vous livrez au Nord Cameroun, mais comme vous avez votre licence ne vous permet pas de retourner avec la production du Nord Cameroun, vous rentrez vite. Du coup, le coût que vous investissez pour transporter ce produit et le mettre au Nord Cameroun intègre le prix aller et retour. Donc, nécessairement cher. On s'en avait fait avec des professionnels du transport, comme nous, qui faisons l'activité de transport. On aurait pallié donc au moment du retour avec des produits que, du moins ici, vous parlez du céréalier, c'est normal, on aurait ramené ce céréalier-là. Mais maintenant, avoir la chance de participer à l'achat d'un camion, c'est toute une autre paire de manches, si tant est que les multinationales ont accès par le biais des fonds venant de leur pays. Pour les Chinois, ils ne font pas la magie, ils bénéficient de Exim Bank. Pour les multinationales, ils bénéficient des fonds de leur pays à des taux à 2-3%, pendant que moi qui achète le camion Cameroun, je suis à 18%, à 20%. C'est pas très compliqué. Tout ça, c'est la volonté politique. J'ai beau émettre les éviers ici, mais tant que le gouvernement politiquement ne veut pas, ça n'avance pas. Donc c'était pour vous rassurer par rapport à là. Revenons donc au décret et qui semble tout à fait très important. C'est tout à fait normal. Voyez-vous, j'ai dit un mot d'entrée sur la rentrée scolaire. Nous savions bien qu'aucun parent décent qui a un bon sens ne peut accepter que son fils n'aille pas à l'école. Donc, nécessairement, ceux du Nord-Ouest qui ne sont pas en capacité de sécuriser les enfants dans le Nord-Ouest vont, into facto, les envoyer dans cette zone. Le gouvernement aurait pu, comme je l'avais si bien dit, accueillir ces enfants-là, faire en fait, comme disait un peu Edmond, une politique de table vide, instaurer le dialogue. Et là, le dialogue ne serait pas à pression sur la rentrée scolaire. Nous avons la pression du dialogue maintenant sur la rentrée scolaire. Et comme disait Idriss, on noie le poisson dans l'eau en créant une autre situation qui n'a rien à voir. Ce décret ne s'applique pas dans le Nord-Ouest. Dans le Nord-Ouest, ce qu'on demande, c'est la paix. Et on fait la croisade de la paix. Pendant qu'on fait la croisade de la paix, dans le même temps, les autorités refusent que vous lanciez une croisade de la paix. C'est-à-dire que Kindi et Toumi essayent de faire le truc, on dit on est contre. Et c'est ça la difficulté dans ce pays. Vous voulez parler de la salle de fête qui est restée les portes fermées? Naturellement, on faisait une croisade pour attirer l'attention que, quel que soit le combat que nous avons, nous devons laisser les enfants aller à l'école, la paix. Les Palestiniens, la Palestine est occupée par l'Israël, dans une de ses parties. Mais il ne dit pas, les Palestiniens ne reviennent pas à l'esprit que les enfants n'aillent pas à l'école. Donc c'est un droit. Donc c'est ce qu'on vous fait comprendre. On dit qu'il y a un problème de malgouvernance. C'est vrai, certes. Idriss l'a dit. Il y a un problème de malgouvernance dans ce pays. Et par conséquent, il ne faudra pas qu'on arrive aux armes pour les régler. On déplore cela. Donc pour revenir au thème, et là par exemple, ce qui me dit, le président du JICAM l'a toujours dit. Il a essayé. Les entreprises existantes, et ça c'est même le volet, Edmond le dit peut-être, mais il effleure la question. Les entreprises existantes qui ont déjà payé, qui n'arrivent pas à rembourser des crédits qu'ils ont contractés, on n'arrive même pas à les aider
Mais on fait l'appel d'air à d'autres pour venir se mettre dans le pétrin. Non, je pense que Idriss a dit, c'est vraiment un décret pour distraire un peu la galerie, mais je pense que la télévision Equinox est suffisamment sérieuse pour nous permettre. Mais nous voulons dire à nos Camerounais qu'il faut résoudre d'abord le problème existant avec les entreprises qui sont là, au lieu d'en créer un autre avec des entreprises qui vont venir avec des conditionnalités nouvelles. Tout cela montre à suffisance que nous sommes à court d'idées. Nous n'avons plus les moyens. Nous n'avons plus la capacité de résoudre le problème en l'état. Et je pense qu'il est de bon temps que dans les prochains jours, que les Camerounais prennent leurs responsabilités et que la croisade de la paix puisse prendre sur le regard, parce que ce pays a besoin de la paix, c'est notre sanctuaire. Même si quelqu'un a 4 nationalités, il a un seul pays. Ok, Edmond Kouyaté, sur cette situation, d'abord, il faut voir la situation, regarder de près la situation des entreprises qui ont souffert, qui continuent même de souffrir de ce qui se passe au nord-ouest et au sud-ouest, avant d'envisager de faire cet appel d'air aux autres investisseurs. Je pense que le décret s'adresse également aux entreprises existantes, parce que quand j'ai bien lu le décret, il est même dit que si une entreprise existante fait de nouveaux investissements, elle est tenue de faire 2 comptabilités, c'est-à-dire une comptabilité dans ses investissements antérieurs et une comptabilité dans des investissements nouveaux qui, cette fois, sera assujettie à cette mesure incitative. Oui, mais Edmond, j'embraye pour dire que la question que soulève l'autre est tout à fait très importante. Le président du GIC Kantawamba a posé le problème dans l'endettement de l'ensemble des entreprises. Et la plupart, c'était le problème qu'il a posé, c'est venait des sous-traitances pour la plupart de la Sonara, qui à l'époque était encore effectivement. En disant donc que ces entreprises sont handicapées. Or, le banquier a des délais qui opposent complètement aux clients qui prennent de l'argent. Bien sûr. Et il a posé la question en disant non, est-ce qu'on ne peut pas assouplir, bien entendu, les conditionnalités de crédit pour ces entreprises-là d'une part. Ensuite, et comme l'État ne peut pas aller actionner cela auprès d'une banque qui est complètement privée, elle a un levier qui est tout à fait important, c'est les taxes, c'est les impôts. C'était pour que vous continuiez complètement. Effectivement. Et moi, je pense que on aurait pu procéder à un recensement des entreprises existantes sur le terrain et faire, n'est-ce pas, un diagnostic de leurs pertes. Alors, par exemple, ça dit que moi, c'est ce que j'aurais fait. C'est-à-dire que si j'avais, n'est-ce pas, à proposer une solution, on aurait d'abord préalablement identifié, n'est-ce pas, toutes les entreprises qui existaient déjà sur le terrain formellement et qui participaient, n'est-ce pas, à soutenir l'assiette fiscale de l'État. On devait les identifier et faire, n'est-ce pas, un diagnostic stratégique de tout ce qu'ils ont perdu. Parce que c'est ça c'est leurs investissements qui, n'est-ce pas, constituaient l'appareil de production locale sur le terrain. Et donc, on ne peut pas vouloir mettre ou alors renforcer un appareil nouveau, un appareil de production nouveau en faisant fi de cela. Puisque il faut savoir que parmi ceux-là, il y a des gens qui ont complètement tout perdu et qui aujourd'hui restent redevables auprès des banques, auprès d'autres institutions, auprès d'autres créanciers, etc. Qu'est-ce qu'on fait de cela? Je pense qu'il fallait commencer par là et trouver des mesures compensatoires pour permettre à ceux-là déjà de réexister. Mais encore, ce que je dis, c'est que cela reste prématuré tant qu'il n'y a pas retour à la paix. Parce que si vous produisiez de l'eau et que les belligérants sont venus, n'est-ce pas, dans leur fire and fury de l'autre côté, qui sont venus saccager vos installations, il est clair que la guerre n'est pas finie, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si vous réinstallez votre production d'eau, il est clair et évident que les mêmes personnes vont venir saccager. C'est pour ça que je dis l'impératif et l'urgence aujourd'hui, c'est un retour justement à la paix. Pourquoi? Parce que tant qu'il n'y a pas retour à la paix, l'autorité de l'État ne sera pas réinstaurée. Et sur l'autorité de l'État, à travers, n'est-ce pas, l'ensemble des appareils que l'État met en place, la gendarmerie, la police, le service de cadastre, des domaines, la justice, tout cela, c'est tout cela qui sécurise l'investissement. Parce que si vous ne pouvez pas vous adresser à un premier gendarme lorsqu'on vous a fait subir du tort dans votre cause, ou lorsqu'on vous a dérobé quelque chose, ça ne sert à rien d'investir. Si vous ne pouvez pas vous adresser à un juge pour dire, voilà quelqu'un qui m'a fait subir du tort dans ma cause, il a pris des choses chez moi, il n'a pas payé, cela ne sert à rien d'investir.
investir. Et donc aujourd'hui, l'urgence, je le dis encore, c'est de restaurer l'autorité de l'État, de ramener les services de l'État qui permettent d'accompagner ces investisseurs-là au quotidien. Il me semble que si on ne l'a pas fait, on est en train de perdre du temps, on trouve des mauvaises solutions aux vrais problèmes. Et ce n'est pas la première fois, véritablement, dans le cadre de cette crise du Nozo. Il me semble qu'également, nous l'avions dit en l'état, lorsqu'on a mis en place la fameuse commission DDR, démobilisation, désarmement et réinsertion, nous avons dit en son temps, et tous les polémologistes sont d'accord avec nous pour dire que les DDR arrivent dans la charte de résolution des conflits, ça arrive en fin de l'échelle. C'est-à-dire après qu'on ait résolu un certain nombre de problèmes, ça arrive en fin de l'échelle. Mais nous l'avons mis en début de l'échelle. C'est pourquoi aujourd'hui, si vous faites un bilan, n'est-ce pas, de cette commission DDR, vous verrez qu'on a démobilisé personne, on a désarmé personne et on a réinséré personne. Pourquoi voulez-vous que quelqu'un qui a pris des armes, qui est dans la brousse aujourd'hui et qui se sent très à l'aise avec ces armes-là, parce qu'il faut le dire, dans cette zone, la seule économie qui va et qui existe, c'est l'économie de la guerre. Et c'est une économie mauvaise qui repose sur les prébendes, kidnapping, rançon, pillage et tout cela. C'est l'économie du crime, il faut le dire. Et donc ces personnes ne sont pas prêtes à laisser ces prébendes-là pour retrouver une vie normale. C'est pour ça qu'il y a des étapes à franchir pour pouvoir, à la fin, lorsque des accords sont signés, lorsqu'on arrive à un consensus, il faut donc démobiliser ces gens, il faut les désarmer et il faut les réinsérer pour qu'ils ne soient pas un danger pour la société. C'est de ça dont il est question. Donc, on disait toujours qu'il y a plusieurs façons de perdre son temps, ne rien faire, mal faire, faire à contre-temps, faire à contre-sens. Il me semble que nous sommes dans cette logique-là et ça ne nous avance pas. Avant qu'il ne prenne la parole, je crois que finalement Edmond revient dans mon couloir. Je crois que il est dans le couloir structuré. Il est dans son couloir structuré. Je suis en train de dire ceci. Oui. Au lieu de faire appel à des nouvelles entreprises qui viendraient peut-être avec de nouveaux investissements, on pourrait procéder tout simplement à une pause fiscale. Ça veut dire concrètement que dans le continuum de ce que Edmond vient de dire, ça veut dire qu'on a tellement perdu. Au lieu de dire qu'on fait deux comptabilités, la première comptabilité des pertes, on met de côté, l'autre comptabilité. Bon, je ne sais pas comment ça se passe cette théorie. Je vous ai dit bien dit au départ que économiquement, vraiment, je suis un peu profane. Mais si on pouvait procéder à une pause fiscale, la pause fiscale va s'adosser sur la paix, sur le retour de la paix. Parce qu'avec tout ça, sans paix, rien ne peut décoller. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire les mêmes entreprises qui sont là. Je parle en face d'un investisseur qui a senti le poids de cette sur ses épaules. Ça, c'est très important. C'est-à-dire si on pouvait procéder à une pause fiscale. D'ailleurs, le GICAM l'a dit. Le GICAM a fait tout un inventaire de ce que le Cameroun est en train de perdre. Heureusement que très vite... On parle de près de 269 milliards. Ah ben ça c'est criant. Exactement. 269 milliards. Oui, heureusement que... Vingtaine d'entreprises détruites dans le Nord. Selon le GICAM. Oui, heureusement que contrairement à 92, où on nous avait fait savoir que quand le Yaoundé respire, le Cameroun vit, heureusement que cette fois-ci, vraiment les pouvoirs publics sont revenus très vite. Donc ils ont très vite pris conscience. Parce que déjà, déclarer ces zones-là, économiquement, même si c'est maladroit. Non, mais c'est déjà quelque chose. Donc, ça veut dire beaucoup de choses. Oui, c'est maladroit. Ça fera un problème. Oui. Ça fera au porte-monnaie. Donc, les questions. Au lieu de faire appel à de nouvelles entreprises, et nous savons comment ces nouvelles entreprises fonctionnent, comment elles sont créées. Nous savons ceux qui vont créer ces entreprises-là. On a vu. Vous savez déjà qui va les créer. Oui. On a vu avec les passe-passe. On a vu avec les chantiers, la canne, les chantiers, les multiples chantiers. Donc, vous voulez dire que comme il y aura exonération pendant 3 ans, impôts et tout ça, il y a beaucoup d'entreprises qui vont se créer. Non, ça vous engage ce que vous venez de dire. Je suis en train d'expliquer une chose. Je suis en train d'expliquer clairement que les entreprises qui ont déjà pignon sur rue et qui ont essuyé d'énormes pertes devraient bénéficier d'une pause fiscale pour cette relance-là. Mais le préalable, c'est le retour à la paix. Ça, c'est très important. Oui. Ne parlons pas peut-être pour amuser les gens et autres. Donc, ça c'est important. Ok. Idriss Lissam, on est tous d'accord, hein, les panélistes le disent. Pas de nouveaux investissements sans un retour à la paix. Pas du tout, puisque vous savez qu'il y a une activité en ce moment qui est, et Edmond l'a si bien relevé, sachez que même au niveau de Douala, aujourd'hui, ces Zamba Boys appellent des chefs d'entreprise pour les faire du chantage. Au niveau de Douala. Oui, je vous dis qu'au niveau de Douala, ces Zamba Boys appellent
des directeurs généraux pour dire nous serons chez vous la semaine prochaine, il faut envoyer l'effort de guerre, tel. Je vous assure, sinon, je vous le dis ici à Douala, il y a des menaces. Et pour vous dire, alors imaginez, vous décidez de rentrer au nord-ouest, au sud-ouest avec ces conditions-là. Donc, c'est du pain béni pour ces Zamba Boys qui sont là, qui vont tout de suite le lendemain vous dire, mais on vous attendait, mon cher ami, quand vous avez l'argent pour investir, donnez-nous tout cela, ou bien on prend tous ceux qui vont venir reconstruire, ou bien si c'est un bâtiment qu'il faut construire, si c'est qu'il faut installer tel ou tel appareil de production, les prendre en otage. C'est parce que la paix, tout le monde l'a dit ici, tant que la paix n'est pas à l'ordre du jour, franchement, je pense que ce décret ne va pas être appliqué. Mais Edmond dit que ça peut marcher dans l'extrême nord. Oui, bon, ça peut marcher dans l'extrême nord. On l'a dit, j'étais du même avis que Edmond dans ce sens-là, par exemple. Mais il faut aussi regarder, quand on prend l'activité du tourisme, lorsque vous voyez aujourd'hui dans les ambassades des pays occidentaux, qui sont quand même, parce que vous savez que nous, le tourisme intérieur n'a pas encore véritablement pris. Mais le tourisme extérieur, lorsque vous allez à l'ambassade de France, des États-Unis, tout ça, on va vous mettre Adamawa, nord, extrême nord, zone rouge. Oui. C'est-à-dire qu'on conseille, sur la carte du Cameroun, on conseille à tous les ressortissants de ces pays occidentaux de ne pas traverser la ville de Ngaoundéré. Parce que il y a nord-ouest, sud-ouest, et le Grand Nord, le septentrion. Vous voyez, tant que ces points rouges-là ne sont pas enlevés, je doute fort que cette activité concernant tout le monde, le tourisme, prenne véritablement sa vitesse de croisière. Reprenne la vitesse de croisière. Comment faire donc pour enlever ces taches rouges? Non, mais parce que vous semblez optimiste pour l'extrême nord. Oui, je suis optimiste parce qu'il faut savoir que... et être même optimiste pour le nord-ouest et le sud-ouest, parce que le préalable, c'est seulement la paix. Oui. Il a si bien dit, le préalable, c'est la paix. Si nous actionnons tous vers la paix, nous réglons pratiquement le problème fondamental. Exact. Okay. Et donc, pour le Grand Nord, mais ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on rentre dans une spirale infernale, comme le phénomène Boko Haram, la sortie n'est pas comme si on sortait d'une boîte de nuit. Ça va toujours de manière graduelle. Et c'est à nous de donner des indicateurs d'assurance à ces partenaires étrangers qui voudraient bien visiter notre pays. C'est à nous de leur donner des indicateurs d'assurance fermes et certaines que non, tout est revenu à la norme. Par exemple, si on laisse le parc de Ouaza qui a connu un certain nombre de problèmes en l'état actuel, il est évident que nous restons, n'est-ce pas, dans les zones rouges. Mais si aujourd'hui, on fait des investissements conséquents dans le parc, des améliorations, n'est-ce pas, on rénove tout ce qui a été détruit et qu'on met une ceinture de sécurité tout autour de manière à rassurer les gens, eh bien, évidemment, une évaluation sera faite par l'ensemble de nos partenaires pour constater qu'effectivement, on peut déjà, n'est-ce pas, se rendre avec sérénité dans ces endroits-là. Mais tant que nous laissons les choses en l'état, nous ne faisons rien pour donner de l'assurance aux autres. Évidemment, je crains que nous ne restions dans cette zone rouge-là pendant le temps encore. Voilà, madame, monsieur, nous allons donc observer notre première pause. Le temps de retrouver Cédric Nouffelé pour les titres du 20h. Cédric, bonsoir, au sommaire. Bonsoir, Serge Alain, bonsoir à vos invités. Ce soir, nous parlerons de la réunion de crise qui s'est tenue, réunissant le gouvernement d'un côté et le Conseil de l'ordre des avocats à quelques jours de cette manifestation, cette grève des avocats. Le gouvernement tente de désamorcer leur colère et vous verrez le regard croisé du bâtonnier et du ministre délégué de la Justice sur les problèmes de fond que posent les avocats concernant la justice camerounaise. Nous parlerons également ce soir de la mobilisation des acteurs de la société civile qui appellent à la libération de Maurice Kamto à quelques jours de son procès inédit devant le tribunal militaire à Yaoundé, et ses pairs de la communauté des juristes du droit international se prononcent dans le journal de 20h. Nous parlerons également de cette scène de guerre qui a été vécue à Douala ce matin avec une chasse à l'homme lancée contre un présumé gang de malfrats qui a sémé la terreur durant des mois et des semaines dans plusieurs quartiers de la ville de Douala. Les populations inquiètes de la recrudescence de l'insécurité. Nous en parlerons dans le journal de 20h. Et ce soir, nous irons en Afrique du Sud afin de prendre de pouls de ce pays où les violences meurtrières xénophobes prennent également de l'ampleur avec les réactions des chefs d'État africains condamnant de tels actes et critiquant la lenteur des pouvoirs publics sud-africains à réagir face à ces actes qui choquent
plus d'un Africain. Nous en parlerons ce soir. C'est Jala. Voilà, madame, monsieur, fin de cette première partie Equinox Soir. On vous retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief, toujours en compagnie de nos 4 invités. Place tout de suite, madame, monsieur, au journal de Cédric Noufélé. Retour sur le plateau Equinox Soir, c'est la deuxième partie consacrée au débrief du journal. Madame, monsieur, si vous nous rejoignez en instant, nous sommes toujours en compagnie de nos 4 invités. Idriss Lissom, Thomas Tankou, il est là, Edmond Piaté, notre économiste en chef, et Hilaire Zipan. Hilaire Zipan, je commence par vous. Le BIR, on a parlé du BIR un moment, mais le BIR montre un autre visage. Après ce qui s'est passé, comme m'a dit Edmond Piaté, Boko Haram est parti. Maintenant, il y a ce qu'ils appellent les actions civilo-militaires. L'action des écoles, en cette période de rentrée. Oui, il faut dire que le BIR est quand même dans une opération de charme ou de communication. Si tant est qu'on reconnaît à cette force d'élite-là son côté déterminé. Une spéciale, oui. Oui, déterminé. Je préfère dire ce mot-là, déterminé à rétablir de l'ordre sur des théâtres de guerre, comme notamment dans l'extrême nord du Cameroun. Mais je suis quand même assez troublé parce que il y a au sein de l'armée camerounaise un corps spécialisé pour la rénovation des écoles, qui est quand même le génie militaire. Je pense que le génie militaire a cette vocation-là de refaire les roues, de refaire les trucs. Je ne comprends pas trop bien pourquoi. Bon, je suis peut-être un peu très loin des raisons qui ont poussé le BIR à s'investir là-dedans. Mais je pense que le fait que le BIR ait pris cette opération dans le Nord Cameroun indique à suffisance que, comme il n'y a plus les armes du côté du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, je pense que là aussi... Non, du côté du Nord-Ouest, et Sud-Ouest, comme il n'y a plus les armes, je pense que là aussi également, on peut penser également que le BIR puisse être suffisamment dans l'action extrêmement. Mais à la fin... Donc vous voulez que le BIR fasse pareil au Nord-Ouest et au Sud-Ouest? Certainement, parce que c'est eux qui peuvent, dans la garantie de l'insécurité actuelle, commencer à amorcer la rénovation des ouvrages publics, tels que les écoles, les hôpitaux, les tribunaux, avant que le grand retour n'arrive, parce que c'est eux qui sont en possession des armes et peuvent quand même être qualifiés pour pouvoir faire ces opérations techniques-là. Mais il y a que dans le dernier versant de notre communication, il y a un aspect que peut-être on n'a pas pris en compte dans le décret du Premier ministre. Non, on va y revenir. Il est impératif qu'on fasse d'abord le début du journal. Edmond Piaté sur cet aspect, ce BIR-là, qui montre... Certains disent souvent qu'il y a le côté humain aussi, hein, du BIR. Parce que c'est une unité qu'on a souvent. On regarde souvent à distance, mais on voit le BIR se déployer, montrer que ce sont des humains après tout. Je crois que c'est très important, n'est-ce pas? Je suis, à la différence de Hilaire, je suis plutôt très enchanté, n'est-ce pas, que ce soit le BIR qui ait mené cette activité. Parce que justement, à la seule évocation de ce, n'est-ce pas, de cette toilette BIR, vous savez, ça donne des sueurs froides. Oui. Tellement ça donne des sueurs froides qu'on en vient à croire que c'est plus des humains. Oui. Et donc, les voir dans cette opération de charme, ça leur redonne un visage humain et ça rassure la population, ça fait comprendre à la population la nécessité de coopérer avec ces gens, de leur faire comprendre que quand ils arrivent, ce n'est pas pour la terreur, c'est pour la sécurité. Et une fois, n'est-ce pas, que cet aspect est gagné, je vais dire la sécurité est rétablie, eh bien on peut les voir dans le visage de tout le monde, de monsieur tout le monde, c'est-à-dire assurer ce que n'importe quel être humain pourrait assurer, faire en sorte que les enfants puissent retrouver le chemin de l'école et dans des infrastructures assez décentes. Et donc pour moi, je trouve que quand c'est bien, il faut le dire. Donc c'est tout à l'honneur de notre armée, que nous avons toujours voulu républicaine et qu'il est d'ailleurs, il faut le dire, nonobstant quelques brebis galeuses, quelques dérapages. Comme dans tous les corps. Comme dans tous les corps, ce n'est pas l'apanage des seuls, n'est-ce pas, du seul corps de l'armée. Et donc, c'est une armée républicaine qui a toujours su faire ses preuves. Nous l'avons dit, n'est-ce pas, au cours de cette émission, c'est grâce à cette unité que les velléités, n'est-ce pas, de Boko Haram ont été maîtrisées, contenues et repoussées. Aujourd'hui, nous ne pouvons qu'être fiers de constater que cette partie du pays a regagné sa sécurité, sa stabilité et c'est tant mieux pour la vie, n'est-ce pas, dans cette zone-là. Thomas Tankou, sur cette action du BIR,
l'école en cette période de rentrée scolaire dans Serge dans l'extrême nord? Oui, Serge Alain, au-delà de cette action concrète, vous savez, le BI, au niveau de l'Afrique en général, présente ce visage d'armée-nation. Ça, c'est très important parce que là, ne limitons pas les capacités du BI au Cameroun seulement, puisque pour une fois, le BI est une force d'élite qui a eu à montrer ses forces. Même nous savons quel rôle le BI a joué au Gabon pour essayer de contenir les envolées. Ça va, continuez. C'est très important. Nous avons vu ce qui s'est passé tout à l'heure en Afrique du Sud. Oui. Je vous rappelle. Vous voulez qu'on envoie le BI là-bas? C'est pas moi qui prends ces grandes décisions stratégiques. Mais toujours est-il que le BI, au-delà de ce que les uns et les autres peuvent penser, ils ont une manière de travailler. C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus ancrés dans les populations. Oui. Et puis, vous voyez, vous avez vu tout à l'heure comment ils ont travaillé pour débusquer les fugitifs de tout à l'heure, là, qui étaient enfouis dans la broussaille et tout là. Non, là c'était la police et la gendarmerie. La police et la gendarmerie. On était à Bessenguer là. Non loin de chez nous là. Mais c'était pas loin, hein, c'était à côté là. C'était à côté. Mais d'une manière géographique. Oui. Pour ceux qui connaissent la géographie. C'est vrai que du point de vue géographique, nous ne sommes pas très loin là. Mais ce que j'ai voulu relever ici, c'est que l'armée ne doit pas être là seulement pour attendre la guerre. Oui. Comme si peut-être s'il n'y a pas de guerre, elle devrait être au chômage. L'armée devrait également participer à la constitution de la paix, participer à la constitution de la nation. Voilà, et nous sommes sur cette le BIR Alpha, c'est Alpha, oui, BIR zone nord. Oui, en fait, il faut l'action du BIR en cette période de rentrée. Il faut cette action peut se transporter au nord-ouest et au sud-ouest, comme pas peu, elle doit absolument. Vous savez qu'aujourd'hui, à l'ère de la communication, il faut travailler sa réputation. Et dans le cas des actions de communication et des actions liées à la réputation d'une organisation ou d'une institution, il ne faut pas qu'on garde seulement d'elle, surtout du BI, cette réputation que vous avez élevée de corps d'élite, mais qui terrorise. Hein. Non, pas qui terrorise. En fait, qui terrorise, c'est des rebelles. Voilà, peut-être. Terrorise les rebelles. Donc, en fait, je pense que cet axe de communication, d'opération des relations publiques du BIR est un point positif qu'il faut encourager. Mais il faut que l'armée aille plus loin. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'on se limite tout simplement à ces opérations spontanées, mais que ce soit une véritable stratégie. Vous voyez, comme ailleurs, on aimerait même voir des campagnes de communication pour inviter les jeunes qui ont un certain potentiel à venir dans l'armée. Et que ça ne se limite pas seulement à ces actions. C'est vrai, construire une école, c'est beau, je dis c'est très bien, mais il faut aussi qu'on voit des actions de communication qui contribuent à valoriser ces Camerounais qui sont dans ces corps-là. Et que ça ne se limite pas au BI, que ça aille dans toute l'armée. Parce que nous avons des forces de maintien de l'ordre, des FMO, comme on les appelle, que ce soit la police, la gendarmerie, qu'il se soit pas seulement un corps d'élite. Même dans les autres corps, il y en a qui posent des actions qui sont liées qui contribuent à la bonne réputation de ces forces de maintien de l'ordre. Donc pour moi, c'est une bonne action. Il faut continuer dans ce sens. Il faut même aller plus loin. Oui. Il faut même des campagnes de communication pour inciter les jeunes qui ont un type de potentiel. Vous savez que dans d'autres pays, l'armée est réservée pour l'élite. C'est-à-dire qu'on n'entre pas l'armée, ce sont les meilleurs citoyens qui sont même convoqués, qui sont invités à rejoindre l'armée. Pourquoi pas chez nous? Et si les uns et les autres comprendraient à quoi c'est tel ou tel corps d'élite. Donc je pense que c'est une action encouragée et il faut l'étendre sur tous les autres corps de l'armée. Hilaire Zipan, le ministère de la Justice qui se concerte avec les avocats. On sait qu'il y a la date du 16, le mouvement qui a annoncé pour le 16, et une concertation présidée par le ministre délégué à la Justice. Quel commentaire? Donc, je pense qu'à l'expérience des concertations dans ce pays, je suis sceptique par rapport à l'issue telle que les choses sont enclenchées. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous dérange dans ce qu'on a vu? Parce que ce gouvernement ne comprend qu'un seul discours, celui du rapport de force. Rapport de force. Il n'y a que le rapport de force qui comprend.
Lorsqu'on a fait les manifestations pour la demander la conférence nationale souveraine, lorsque ça a été suffisamment corsé, le gouvernement a été obligé de servir au moins la tripartite. Et je pense que sous-jacent à ces éléments-là, elles sont peut-être très lointaines, mais la justice dans notre pays, elle est complètement en déperdition. Le socle d'une démocratie, la confiance d'un État, c'est à travers les décisions rendues par les juges. Dans notre pays, il y a des morts qui gagnent des procès. Des gens morts dans un tribunal ou dans un procès gagnent le procès. Et à la fin, on se rend compte qu'il était mort. Lorsque vous avez une justice qui s'est décomposée jusqu'à ce niveau, on a le droit de se poser la question. Je prendrai un cas pour que les gens comprennent très bien. Dans l'affaire Maurice Kamto, des événements du 26 janvier, nulle part, il y avait des pancartes pour hostilité à la République. Il n'y a pas eu de casse. Au lieu où, principalement, où il a marché, il n'y a pratiquement rien eu. D'où vient-il qu'à la qualification des faits, il se retrouve au tribunal militaire? Vous voyez, on se pose la question où on va. Le socle d'une société comme la nôtre, si elle se veut vivre ensemble, c'est le respect des dispositions légales et bien entendu le droit, au-delà de le droit. Et c'est l'avocat qui défend le client qui doit rassurer les uns et les autres qu'en allant devant la justice, on aura gain de cause. Et Edmond essaie de le dire un peu tout à l'heure pour les hommes d'affaires. Si vous pouvez investir l'argent et que devant un conflit, vous ne pouvez pas avoir gain de cause au regard des éléments que vous produisez, vous n'allez pas investir. Donc, le socle de toute la République, c'est les lois de la République. Et celui qui garantit les intérêts du client ou des Camerounais lambda que nous sommes, c'est l'avocat. Et une fois que l'avocat, tel que je l'ai vu là, vous avez vu les choses. Vous avez vu. Il y a mais le bâtonnier Tchakouté Patier qui a sorti l'anecdote de cet avocat qui est jeté comme ça en cellule devant son client. Son client. À partir de ce moment, qu'est-ce qu'il attend? Les avocats, c'est l'élite de l'élite dans une société. Et donc, quand on a une dépression de ce que c'est qu'une fonction d'avocat, lorsqu'on ne croit plus en notre justice et que lorsque vous êtes devant une juridiction, on vous dit d'aller voir un peu le juge, on a le droit de se poser la question. Parce que, je pense là, on a touché le fond. On a touché le fond. Et je suis un peu sceptique, tel que je vois le problème tel qu'elle a enclenché, parce que qu'est-ce que promet l'autre? Il dit oui, nous allons mettre en place une commission. L'autre, c'est qui? La commission, du moins, ce qu'a proposé le bâtonnier. Non, oui, le bâtonnier. Au regard du discours, au moins nous mettons en place une commission paritaire, avocats, ministère de la Justice, FMO, comme disait Idriss, c'est-à-dire que la gendarmerie et la police. Entre la prise de conscience, la mise en place, parce que le chef suprême de la magistrature, c'est le président de la République. Donc il faut s'en référer à la primature. Le premier ministre va s'en référer à la présidente, qui va passer par le RGPR, qui va aller au président. Donc on est parti pour qu'avant le 16, rien ne soit véritablement fait. Sinon, un peu comme dit Idriss, on va distraire la galerie avec un petit communiqué. Mais si rien n'est fait, hein, ça veut dire qu'ils vont tomber les robes. C'est pour ça que je l'ai demandé d'abord aux avocats de créer le rapport de force. Il faut que le 16, le gouvernement s'en rende compte qu'ils sont vraiment déterminés. À ce moment-là, ils reviendront sur la table avec beaucoup plus d'entendement et plus de sérieux parce qu'ils sauront que les choses. Vous êtes sans ignorer que le problème de la zone nord-ouest et sud-ouest, a commencé avec deux volets. D'un côté, c'était le droit dans son application de l'OADA. C'était ça le premier motif. Et de l'autre côté, le ministère de l'Éducation nationale avec les revendications. C'était les deux revendications au départ de cette crise qui ont été portées au vu de tout le monde. On a vu le ministre de l'Éducation nationale à son temps, à l'époque, essayer d'adresser le problème tant qu'il pouvait. Et je rappelle la suffisance parce que les gens ne savent pas. Le ministre Ngale Bibé qui venait d'arriver avait trouvé que le mot d'ordre de grève avait été un an avant au préalable instruit. Il a été débrouillé tant bien que mal. On a vu celui de la justice, on a vu comment l'OADA, on a subitement un matin, on a reçu les emblèmes de transmission en anglais, mais l'un dans l'autre,
il faut que le rapport de force s'installe. Et c'est l'occasion pour nous, les politiques, de demander un regroupement de tous ces partis-là pour qu'on ait un rapport de force avec pour motif, bien entendu, la paix. D'abord, on se bat pour la paix et ensuite, on voit donc comment on va s'organiser. Voilà, Hilaire Zipan, je constate que vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que l'absence du ministre qui a... En chien? Oui, pose problème. Mais il va vous dire qu'il a envoyé son ministre délégué. Ok, vous avez répondu. Edmond Kouyaté, le ministre délégué a dit que la résolution n'ont pas été notifiées. Les avocats n'ont pas notifié hiérarchie. Je commence déjà par la question que vous avez posée à Hilaire. Oui. Je constate que pour un problème aussi crucial, aussi important, ça frise quand même le mépris de briller par son absence. Je vais parler là du ministre de la Justice. Ministre d'État. Ministre d'État, ministre de la Justice. Je trouve quand même que ça frise le mépris. Et c'est caractériel de certains hauts fonctionnaires, de certains gouvernants dans notre pays, que de toujours répondre à des problèmes aussi importants par l'arrogance, la grandiloquence, la condescendance et le mépris. Je crois que c'est ça qui participe à envenimer un peu les problèmes, même s'ils sont de proportions pas très grandioses dans notre pays. Mais je dis à plus forte raison quand un problème a cette proportion. Je crois que les gens ne savent pas ce que c'est que le métier d'avocat au Cameroun. Je suis stupéfait, un peu estomaqué de constater avec quel mépris les gens traitent les avocats dans notre pays. Je parlerai comme quelqu'un qui a un peu vécu ailleurs dans d'autres pays où la première chose, quand un justiciable, quand il est en difficulté face à un agent de sécurité, un policier ou n'importe un gendarme, la première chose qu'il vous dit, je veux parler à mon avocat. Et quand il a dit ça, tout le monde s'arrête. Vous ne pouvez plus rien lui demander. Un justiciable face à un policier, lors d'un interrogatoire, quand il vous dit « je veux parler à mon avocat », présence de mon avocat. mais ça s'arrête là. Et quand l'avocat arrive, mais mon Dieu, qui que vous soyez, vous mettez au garde à vous quand il s'agit de la justice. Je devrais dire que la justice... Le bâtonnier dit qu'ils sont parfois jetés en cellule. Mais non, c'est même pire que ça. Vous verrez dans des unités de gendarmerie ou de police, le policier bousculer l'avocat et lui demander d'aller attendre son client au parquet. Il va le lui dire. Au risque de le chasser, de le chasser à coups de matraque. C'est grave. Il faut comprendre. Il faut éduquer nos gendarmes, ou alors certains gendarmes et policiers, sur le métier sur l'avocature et leur faire comprendre que ce métier fait partie, est un maillon important de la chaîne, n'est-ce pas, de justice que constitue la justice. Pourquoi? Parce que lui-même, policier, si jamais il est en difficulté, il fait recours à l'avocat. La première chose qu'il doit solliciter, c'est la présence d'un avocat. Parce que on a beau, n'est-ce pas, être renseigné sur ses droits, on ne les connaît jamais assez. Et donc, les personnes qui sont formées pour les défendre, il faut leur donner l'occasion de le faire, et bien. Et donc, je pense qu'il faut arrêter avec n'est-ce pas, ce théâtre de mauvais goût, de brutaliser les avocats, de les empêcher de faire le métier qu'ils ont appris. Et Deslisson, sur cette concertation, un mot? Oui, un mot juste qui me surprend et qui me fait quand même sourire par ailleurs. Quand le ministre délégué déclare que il n'a pas informé, n'a pas été notifié. Mais voilà une caricature claire de ce que nous vivons. Donc nous sommes dans une république où il faut qu'on notifie ceux qui sont censés gérer au quotidien un département, mais c'est des problèmes. Donc ça veut dire que
le ministre déclare par là qu'il n'est même pas au courant de ces problèmes. Est-il au courant? Lui-même avocat. Moi je dis, parce qu'on peut sortir de la justice, aller dans n'importe quel secteur, on veut la même chose. On ne peut pas. Quelle est cette gouvernance où on est toujours non seulement l'embuscade, mais toujours dans la réaction. Toujours dans la réaction, toujours dans l'urgence, toujours dans le rattrapage, jamais dans l'anticipation. Voilà. Donc moi c'est ça que je dis, mais c'est pas possible. Il faut anticiper. C'est-à-dire que ici là, le ministre délégué, même on a souvent parlé des gouvernants qui sont qui méprisent. Oui. Mais c'est le mépris à grande échelle. Mais c'est pas possible. Il faut tout au moins faire souvent profil bas. Ok. Quelques secondes. On me fait des grands signes de l'autre côté. Oui, on termine avec vous. Ce que je voudrais dire, contrairement à Idriss qui esquisse un sourire par rapport à ce qui se passe avec un problème sérieux comme celui des avocats qui se préparent à entrer en grève, vraiment j'écrase plutôt une larme. Puisque lorsqu'on jette un coup d'œil sur la situation, ne regardons pas seulement ce qui se passe au Cameroun. Ça se répercute même sur le climat des affaires au Cameroun. Okay. Si quelqu'un qui s'apprêtait à venir investir au Cameroun se rend compte qu'il n'y aura pas de justice au cas où il y a un problème, vraiment, c'est dégradant. Et puis, oui. Très important, tel que l'a dit M. Suban. Merci. Je tiens à le préciser parce qu'il ne faudrait plus que le gouvernement tienne toujours à être sur la défensive. Il faut anticiper très souvent pour éventrer certains conflits. Merci Thomas Tanko, merci Edmond Kamgia, Edmond Kouyaté. Edmond peut en cacher un autre. Merci les Zipan, merci Idriss Lisson, madame, monsieur. Nous sommes arrivés au terme de cette édition Equinox Soir. Bonsoir, Photocall.